gamètes, hein, et les gamètes n'ont pas de vie végétative à eux. OK? Donc, exercice 1, la drosophile, donc c'est une mouche, spécifiquement Drosophila melanogaster, est un organisme dont la phase haploïde est réduite aux gamètes. Donc, ça, c'est la définition de diplobiontique. La souche pure sauvage de référence a des ailes longues, tandis que la souche pure vestigiale a des ailes encochées. Un phénotype noté, donc bien entre crochets, VG pour vestigial. Donc, j'ai souligné, et vous devriez bien souligner ça, qu'il faut, quand vous lisez un énoncé concernant des souches des organismes diplobiontiques, il faut savoir s'il s'agit des souches pures ou pas. Donc, ici, donc on vous dit que c'est des souches pures. Et qu'est-ce qu'on veut dire par souche pure? Ça veut dire que le génome de ces souches ont 2 copies de chaque chromosome qui sont complètement équivalentes. OK? Donc, homozygote pour tous les loci, pour tous les gènes présents dans, chez ces individus. OK? Donc, c'est important parce qu'on est chez un organisme diploïde avec 2 copies de chaque chromosome, donc 2 copies de chaque gène. Donc, il faut savoir si on a dans les mains des souches pures, donc avec 2 copies exactes de chaque gène et chaque chromosome, ou si éventuellement l'organisme dont on dispose, les individus dont on dispose sont éventuellement hétérozygotes. Okay? Ici, les 2 souches, vestigiale et la SSR, on vous dit clairement qu'il s'agit des souches pures, donc elles sont homozygotes pour tous les loci, tous les gènes dans le génome. Je n'ai pas le chat, je ne sais pas si vous... Attendez, je le remets. OK. OK. Donc, est-ce que vous avez pu finir avec le TD3? Je vois qu'il y en a qui... C'est bon? Jennifer et Emma, c'est bon pour le TD3? Oui. Pour Jennifer? Non, pour... oui, pour Emma. OK. Voilà. Donc, du coup, comme toujours, on va procéder. Donc, on répète, hein, parce que ça va aider, hein, ça va vous aider à intégrer les informations. Donc, quelle est la prochaine étape? Bon, cet énoncé, on va le mettre en façon plus graphique. Donc, on a les informations qu'on a un nécessaire de drosophile, donc diploïde, avec un phénotype L longue, et on a une souche pure diploïde qu'on a appelée la souche vestigiale, qui a les ailes encochées, donc qui a un problème de développement des ailes. Et ces ailes encochées, on peut écrire ce phénotype aussi simplement VG. Vestigial, ça veut dire qu'il reste des vestiges des ailes, que les ailes ne sont pas complètes. Et quel est le but de cet exercice? C'est comme le précédent avec la levure. Quel génotype, donc ça c'est moi qui ai rajouté, juste pour que vous ayez, vous rappelez quel est le but général ici. Quel génotype peut-on attribuer à ces souches, des génotypes qui rendraient compte des phénotypes différents concernant ce même caractère? OK? Donc ça, c'est une question que je rajoute là, elle n'est pas dans le sujet, et juste pour que vous ayez en tête ce qu'on cherche à faire depuis le début de l'exercice. OK? Et donc, au fur et à mesure qu'on qu'on avance dans le TD, je vais quand même laisser ça, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on va vouloir, c'est attribuer des génotypes à ces 2 souches. OK?
Donc, le premier croisement qui est réalisé, c'est la partie 1. Le croisement des femelles SSR avec des mâles de la souche vestigiale donne des descendants femelles et mâles en quantité équivalente de première génération. On écrit cette première génération avec F1 comme sigle, et tous les individus ont les ailes longues. Quelle est l'interprétation de ce résultat? Bien sûr, on va rajouter, c'est quand même important, justifier votre réponse. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Quelle est l'interprétation de ce résultat? Donc, quelle interprétation génétique? Est-ce quelle information génétique? Est-ce qu'on on peut en déduire à partir de ce résultat-là? Donc, comme chez la levure, il faut reconnaître quel croisement a été réalisé et quels individus ont été analysés pour donner un nom à ce test et pour reconnaître quel type de test et à quoi ça sert. Donc, on croise une souche sauvage et des souches pures sauvages et mutantes qui présentent des phénotypes différents pour un même caractère. Et dans ce cas-là, le phénotype de la descendance qui est forcément hétérozygote, je vous ai dit que les deux souches SSR et vestigiales sont pures, elles sont homozygotes. Mais leurs descendants F1 sont forcément hétérozygotes. C'est ce qu'on avait dit aussi chez la levure, ça ne change pas. Donc, on va écrire l'énoncé jusqu'à maintenant de façon plus schématique. Donc, toutes ces informations-là, c'est la même information exactement que vous avez dans l'énoncé. Donc, un essai, ici. La souche des femelles de SSR, donc je rappelle qu'elles sont 2 N, sont croisées, donc qui ont les ailes longues, sont croisées avec des mâles, donc le symbole de femelle ici et le symbole de mâle ici, sont croisés entre elles et on a une descendance F1, mâle et femelle homogène, même nombre de mâles et de femelles. On s'attendait à avoir 50% de mâles, 50% de femelles, c'est le cas. Et tous les individus ont les ailes longues. OK? Donc, quel type de test et comment interpréter le résultat de ce test? OK? C'est la même chose que la question qui est posée ici. Quelle est l'interprétation de ce résultat? OK? Mais je rajoute pour vous rappeler que ce qu'on veut, c'est que vous reconnaissiez qu'on a croisé 2 souches de phénotypes opposés concernant le même caractère. Le caractère ici, c'est la forme de l'aile. Donc, on a une aile normale et on a une aile vestigiale, donc avec des encoches. Donc, donc le phénotype de la descendance et le phénotype dominant. Si vous vous rappelez, c'est exactement ce qu'on avait dit chez la levure. Donc, je le réécris ici. On a réalisé un test de dominance-récessivité. On a croisé 2 souches avec des phénotypes différents pour le même caractère. Et quand on réalise ce type de croisement, le phénotype des descendants diploïdes, bien sûr, diploïde ici, et, comme chez la levure, et le phénotype dominant. Donc, notre réponse ici, première chose qu'on peut en déduire, le phénotype L longue de la SSR est dominant par rapport au phénotype mutant vestigial de cette souche qui s'appelle vestigiale. OK? Le phénotype VG, donc est encoché. Donc, ici, le phénotype sauvage est dominant par rapport au phénotype mutant de ces 2 souches. OK? Et ça, c'est la réponse complète. Première chose qu'on peut interpréter à partir de ces résultats.
Donc, est-ce que vous reconnaissez que finalement, ici, on n'a pas fait quelque chose de différent de ce qu'on a fait chez la levure la dernière fois? OK? Des questions sur ces parties-là? Je vous laisse écrire hein, ou donc regardez cette réponse et la façon qu'elle est amenée hein, et poser des questions. C'est clair? OK. Donc, c'est vraiment, j'ai mis la même façon de répondre parce que je veux que vous voyez qu'on a fait à peu près la même chose que chez la levure. Hein. Et que, donc, on va conclure de la même façon. Les ailes longues de la SSR, c'est un phénotype dominant par rapport au phénotype mutant. Et on parle que des phénotypes dominants et récessifs. Hein. Le phénotype mutant est récessif ici par rapport au phénotype aile longue dominant. OK? Donc, est-ce qu'on peut ici, il y a quand même une grande différence, une différence par rapport, je ne sais pas si elle est grande, mais assez grande. On a croisé des individus diploïdes, OK? Tandis que chez la levure, on pouvait seulement croiser des cellules haploïdes. Et donc, du coup, on a des mâles et des femelles. Bon, mâle-femelle, c'est un petit peu comme les deux signes sexuels, MAT-alpha et MAT-A de la levure. OK? Donc, ici, jusqu'à maintenant, ça ressemble énormément à ce qu'on a fait chez la levure. Par contre, vous pouvez... Est-ce que quelqu'un ici, quelqu'un propose une autre information donnée par ce croisement? Je vous laisse répondre avec le microphone. Je vais quand même... les microphones doivent être fermés s'ils ne sont pas utilisés, hein, parce que ça empêche des fois que les gens entendent bien. Donc, est-ce que vous avez une autre... vous pensez qu'on peut Vous m'entendez, madame? Oui, c'est qui? Belaïd? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez proposer? En fait, comme on voit que ça donne des femelles et des mâles, on peut présumer que le gène concerné, il n'est pas sur le X. Le gène concerné. Donc, ça donne des femelles et des mâles, mais... Enfin, que le gène, il peut être sur le X, pardon. Mais ça donne des femelles et des mâles, c'est pas suffisant. N'importe quel croisement, presque, sauf une létalité mâle ou une létalité spécifique femelle, donnerait de mâles et de femelles. Donc, je pense qu'il faut aller juste un pas plus loin avec votre raisonnement. Ça donne des mâles et des femelles F1, mais des mâles et des femelles particuliers. Homogène. Homogène phénotypiquement, parce que homogène, ça peut vouloir dire plein de choses. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai mis homogène et longue. OK? Homogène phénotypiquement. On peut supposer que comme c'est la femelle qui transmet le phénotype L long et que le mâle le porte aussi, on peut faire l'hypothèse que le gène en question, il est sur le X. OK. Donc, effectivement, déjà, le raisonnement est normalement c'est le contraire. Quand on voit après un croisement une descendance où les mâles et les femelles sont différents, ça nous met la puce à l'oreille que peut-être il y a une liaison d'un gène qui est impliqué dans ce caractère, hein, en la mise en place des ailes ici, que peut-être ce gène est porté sur le chromosome X. OK? Et par contre, un croisement qui donne une descendance où il n'y a pas de différence mâle-femelle, ça
ça nous fait penser plutôt que les gènes, parce qu'on ne sait pas combien de gènes sont impliqués pour l'instant, sont plutôt sur les autosomes, parce que les mâles et les femelles, au niveau des autosomes, il n'y a pas de différence. Donc, du coup, il n'y aurait pas de différence phénotypique non plus. OK? Mais il y a un problème de plus par rapport à ce que vous avez dit, c'est que, pardon, qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose est arrivé. OK. C'est que, donc effectivement, on peut se poser la question, donc je l'ai mis en plusieurs. Donc, c'est bien de penser à cette idée de, effectivement, une liaison à un chromosome sexuel, parce que chez cet organisme-là, chez cette espèce, comme chez beaucoup d'espèces, il y a les autosomes, qui sont les mêmes chromosomes chez les mâles et les femelles, les mêmes paires de chromosomes, et il y a les chromosomes sexuels. Et selon l'espèce, il y a différentes possibilités. Donc, chez les drosophiles, je vous donne la situation par rapport aux chromosomes sexuels. Il y en a deux, il y a le X et le Y. Donc, je trouve l'écran un peu... Voilà. Donc, la drosophile femelle, elle a deux chromosomes X. Le mâle de drosophile, il a un chromosome X et un chromosome Y. Ça ressemble beaucoup à la situation que vous connaissez probablement mieux, qui est la situation chez les mammifères, notamment chez l'homme, hein, et chez la souris également. OK? Donc, éventuellement, il pourrait avoir un gène qui est impliqué dans la forme des ailes, qui est porté soit sur le chromosome X, soit sur le chromosome Y. OK? Donc, ici, on se demande, est-ce que ce test est un test de liaison à un chromosome sexuel éventuellement? Ben, pour le chromosome Y, effectivement, le mutant, c'est le mâle. Hein? Et donc, si la mutation qui donne une mutation présente qui donne le phénotype mutant vestigial, qui confère ce phénotype mutant, était porté sur l'Y, ben les fils vont hériter de l'Y du père, et donc les fils devraient être vestigiales. OK? Donc, on peut poser la question, est-ce qu'il y a une liaison de la mutation qui confère, d'une mutation qui confère les ailes encochées, qui est portée sur le chromosome Y. Mais ça ne peut pas être le cas parce que les fils F1 ou les mâles F1, fils c'est un peu anthropomorphique, les fils ou les mâles descendants ont des ailes longues, donc ça permet d'exclure une liaison au chromosome Y. Est-ce que... donc moi j'ai dit non. Ma réponse était non, il n'y a pas une liaison au chromosome Y, parce que dans ce cas, les fils mâles F1 seraient vestigiales. Aussi, bon, il se trouve qu'il n'y a pas de gènes sur le chromosome Y chez la drosophile. Mais bon, ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas savoir et que les chercheurs qui ont commencé avec la drosophile ne savaient pas dans un premier temps. Hein. Mais contrairement chez les mammifères, où il y a des gènes sur le chromosome Y des mâles, chez la drosophile, il n'y a pas de gènes sur le chromosome Y. Mais peu importe, ce croisement a permis d'éliminer la possibilité qu'une mutation sur le chromosome Y est responsable de ce phénotype mutant vestigial. OK? Mais est-ce qu'il n'y a pas une liaison? Donc, deuxième question, deuxième possibilité, est-ce qu'il n'y aurait pas une liaison au chromosome X? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Comme a été proposé, une mutation au niveau d'un gène porté sur le X serait responsable, c'est une proposition, pour le phénotype du phénotype vestigial.
Donc, le mâle, il a un X et un Y, donc il porte un X et il pourrait avoir une mutation sur le X qui, donc, du coup, serait responsable de vestigial de ce phénotype mutant. Mais ici, il y a un problème. On n'a pas croisé, on n'a pas fait le croisement dans le bon sens pour pouvoir répondre à cette question. Donc, pourquoi je dis ça? Quand le phénotype mutant est récessif, ce qu'on a déjà vu vestigial, ici c'est les ailes longues de la drosophile SSR, le symbole plus grand que, c'est simplement un raccourci que j'utilise pour dominant, mais il vaut mieux utiliser les mots en entier, dominant et récessif. Mais donc, moi, je l'ai fait comme ça ici et il faut le définir. Donc, je vous le définis maintenant. Donc, c'est dominant par rapport au phénotype vestigial de la souche vestigiale. Donc, dans le cas d'un phénotype mutant récessif, le croisement que nous avons fait, femelle SSR, mâle vestigial, n'est pas informatif pour répondre à cette question, parce que les fils vont hériter seulement du X sauvage de la mère. OK? Donc, s'il y a une mutation au niveau du X du père, OK, on va donc du coup avoir des fils qui n'héritent pas de ce chromosome avec cette mutation. Donc, on ne pourra pas voir une différence mâle-femelle si le sens du croisement est fait dans ce sens-là, avec les femelles sauvages et les mâles mutants. Donc, on ne peut pas répondre à cette question avec le croisement qui a été réalisé ici, parce que le phénotype mutant est récessif. OK? Donc, il faut absolument pouvoir reconnaître que si vous avez un phénotype mutant récessif, vous ne pouvez pas statuer sur une liaison au chromosome X si le croisement est fait avec des femelles sauvages et des mâles mutants. Il faut faire le croisement dans l'autre sens pour statuer sur ce point-là, sur le point d'une liaison au chromosome X. OK? Donc, c'est pour ça, OK? Donc, ne faites pas l'erreur. Si on vous donne ce résultat-là, vous ne pouvez pas statuer sur une liaison au chromosome X. Mais si le croisement est fait, et juste pour rajouter ici, par contre, si le phénotype mutant est dominant, c'est le contraire. Il faut utiliser ce sens du croisement pour statuer sur une liaison au chromosome X ou pas. OK? Donc, pour un phénotype mutant, donc j'ai ajouté ici, dominant, c'est le contraire. C'est ce croisement avec des femelles. Donc, WT, c'est comme SSR, c'est wild type. Donc, je peux mettre SSR au lieu de wild type. En anglais, on utilise wild type. Ce croisement permettrait de statuer. OK? Donc, on va faire le croisement dans l'autre sens. OK? C'est pour ça que le croisement a été fait dans les deux sens. Parce que dans ce sens-là, on ne peut pas répondre à la question s'il y a une liaison au chromosome X. Je peux passer au prochain. Vous me dites non si c'est pas possible, si je ne peux pas passer au prochain diapo. C'est bon? Okay. Donc, le prochain croisement a été fait dans le sens opposé. Le croisement des mâles SSR avec des femelles de la souche vestigiale donne des descendants femelles et mâles en quantité équivalente de première génération, donc des F1, tous de phénotype L longue. Qu'apporte ce résultat en plus par rapport au résultat du croisement précédent? Donc d'abord, on écrit
le croisement de façon schématique, on écrit l'énoncé, ok? Cette fois-ci, c'est des mâles SSR croisés avec des femelles vestigiales. Donc, c'est juste le sens du croisement par rapport à mâles et des femelles a été changé. Donc, si les mères ou les femelles du croisement sont mutantes, si jamais la mutation qui donne vestigiale est sur le chromosome X, les fils vont hériter, c'est pas pouvoir, mais vont forcément hériter de cette mutation, et ça sera le seul chromosome X qu'ils auront. Ok? Donc, si jamais il y a une différence mâle et femelle, avec ce sens du croisement et un phénotype mutant récessive, on pourrait penser qu'il y a une liaison au chromosome X. Mais ici, la F1, elle est homogène. Tous sont L longues, mâle et femelle. C'est le même résultat qu'on a obtenu avant. Et donc là, en effet, dans ce sens du croisement, il s'agit d'un test génétique pour pouvoir en déduire s'il y a une mutation liée ou portée par le chromosome X. Ok? Donc, on a croisé des femelles de phénotype mutant avec des mâles de phénotype sauvage pour le caractère considéré, et le phénotype mutant est récessif. Là, on peut interpréter que si les mâles et femelles de la descendant F1 ont le même phénotype, qu'il n'y a pas de mutation portée sur le X responsable du phénotype mutant. Okay? Par contre, si, donc ça c'est le résultat obtenu, c'est pour ça que je l'ai souligné, mais si on peut mettre dans d'autres situations, on pourrait se trouver avec des mâles et des femelles qui ont des phénotypes différents, ok, concernant ce caractère. Et là, on pourrait dire qu'il y a au moins une mutation portée sur le X qui est responsable du phénotype mutant. Ce n'est pas le cas ici. Vous voyez bien que les mâles et les femelles descendants sont homogènes. Donc, il n'y a pas de mutation portée sur le X responsable du phénotype mutant. OK? Donc, en 2, la partie 2, il s'agit d'un test de liaison au chromosome X. Donc, c'est un nouveau test qui n'est pas présent chez la levure, parce qu'on n'a pas des mâles et des femelles. Il y a juste un gène chez la levure qui donne deux signes sexuels différents. Mais on n'a pas des organismes mâles-femelles avec des chromosomes sexuels différents. Chez la levure, chez la drosophile, on a ces chromosomes sexuels différents. Donc, est-ce que, en écrivant ça, en relisant ça, est-ce que vous avez une question? Donc, qu'est-ce que apporte ce résultat en plus? C'est que ça nous indique qu'on a des mutations, au moins les mutations qui donnent vestigial les mutations ne sont pas portées sur le X. Nous ne savons pas combien de mutations encore. On n'a pas fait le test de ségrégation. Mais on sait quand même, on peut éliminer qu'il y aurait une mutation sur le X. Donc, c'est déjà ça exclut le chromosome X comportant le gène muté, un gène muté, un gène qui serait impliqué dans cette formation des ailes, qui serait muté dans la souche vestigiale. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des questions? Ok, je peux passer.
Je vais passer à la prochaine diapo, sauf si quelqu'un dit qu'ils ont encore besoin de regarder cette diapo. Madame. Oui, une question? Oui, en fait, j'ai pas compris pourquoi on obtient les mêmes résultats qu'avant. Parce que justement, il y a, quand les mutations donnant un certain phénotype mutant sont portées par les autosomes. Donc, les autosomes sont chez la drosophile le chromosome 2 et le chromosome 3 et le chromosome 4. Parce que le chromosome 1, c'est le chromosome X. OK? C'est juste la nomenclature. Donc, les autosomes sont les 2, 3 et 4. Et les chromosomes sexuels, c'est le X et le Y. Si les mutations conférant un phénotype mutant se trouvent sur un des autosomes, le 2, le 3 ou le 4, le croisement va, dans les deux sens, va donner exactement le même résultat parce qu'il n'y aura pas de différence mâle-femelle possible parce que les mutations ne sont pas, les mutations ne sont pas sur les chromosomes sexuels. Donc, le sens du croisement ne change en rien le résultat, le sens du croisement entre souche sauvage et souche mutante ne change en rien, le résultat ne peut pas être différent si les mutations donnant le phénotype mutant sont sur les autosomes, parce que les mâles et les femelles sont exactement équivalentes par rapport aux autosomes. Et donc, on aura une différence dans le résultat selon le sens du croisement seulement s'il y a une mutation qui confère le phénotype mutant qui est porté par un des chromosomes sexuels. Et donc, dans ce cas-là, dans ce sens du croisement pour un phénotype mutant récessif, on aurait eu une différence entre les descendants mâles et les descendants femelles, une différence phénotypique. Okay. Est-ce que vous... En fait, on a juste inversé les parents juste pour dire que la mutation, elle n'est pas sur le X. Disons qu'on ne connaissait pas le résultat avant de le faire. Donc, ces deux souches existaient. On veut savoir quel est le génotype de vestigial par rapport à une souche sauvage. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une mutation sur un gène ou est-ce qu'il y a plusieurs mutations? Est-ce que les gènes impliqués se trouvent sur le X ou sur un autosome? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un test de dominance-récessivité et il faut faire un test de liaison au chromosome X. Au chromosome Y aussi, mais bon, après, on a vu que je vous ai donné l'information que le chromosome Y n'a pas de gènes chez la drosophile. Donc, du coup, puisqu'on a vu donc le premier croisement qui a été fait, c'est le précédent, il a été fait dans un sens. Il faut choisir le sens. Hein. Donc, on a fait femelle SSR, mâle vestigial. Mais le phénotype, et donc on a réalisé ici un test de dominance et récessivité. Le phénotype mutant est récessif, donc dans ce cas-là, ce sens du croisement ne permet pas de statuer sur une éventuelle liaison au chromosome X. Donc, du coup, on a fait le croisement dans l'autre sens. OK? Mais on ne connaissait pas la réponse avant de le faire. On a fait le croisement dans l'autre sens et il se trouve que ça donne aussi une descendance mâle et femelle homogène, c'est-à-dire tous ailes longues. Donc là, on sait, mais ça permet de dire qu'il n'y a pas un test de liaison au chromosome X, ça peut donner deux réponses. Soit il y a une liaison au chromosome X, soit il n'y a pas de liaison au chromosome X et les gènes se trouvent portés par les autosomes. Donc ici, il n'y a pas de différence mâle-femelle. Ils ont tous les ailes longues dans la descendance. Donc, du coup,
il n'y a pas de mutation portée sur le X responsable du phénotype mutant vestigial. Ok, merci. OK? Donc, du coup, ça nous permet d'exclure la liaison à l'X. OK? Voilà. Donc, le prochain croisement est dans la partie 3. Il parle de 2 croisements. Donc, on va faire un croisement à la fois. Donc, suite au croisement entre 2 individus F1 et parallèlement au croisement entre un individu F1 et un individu de la souche vestigiale, les résultats suivants ont été obtenus. Donc, on va se contenter du premier croisement mentionné, suite au croisement entre 2 individus F1, les résultats suivants ont été obtenus. OK? Donc, comme je vous ai dit, c'est un nouveau croisement qui a été réalisé, il faut l'écrire de façon plus schématique que dans l'énoncé. OK? Donc, qu'est-ce qui a été fait? Une femelle F1, donc toutes les femelles et mâles étaient L longues, donc peu importe quelle femelle on prend, on peut prendre en plus plusieurs. Ces femelles F1 L longues, qui sont diploïdes, c'est juste pour vous rappeler, hein, L longues ont été croisées avec leurs frères, hein, donc finalement c'est les frères dans la descendance qui sont également diploïdes et également L longues. OK? Donc, qu'est-ce que ce croisement, comment se passe le croisement? Bon, les cellules germinales des femelles et des mâles passent par des cycles méiotiques, donnent des gamètes et ensuite on forme la descendance avec la fécondation, donc la fusion, en quelque sorte, des gamètes, un gamète de chacun des parents. OK? C'est juste un rappel. Hein. Et le résultat suivant a été obtenu. Donc, vous avez ce tableau dans l'énoncé. OK? C'est une partie du tableau. C'est la partie du tableau qui donne les résultats obtenus pour ce croisement F1 fois F1. OK? Et donc, ces individus maintenant s'appellent les individus F2, c'est la prochaine génération. Donc, ils s'appellent F2. Et ils ont compté combien de F2 avaient les ailes longues et combien avaient les ailes encochées ou les ailes vestigiales. Donc, c'est 460 ailes longues, 140 vestigiales. C'est pas dit, mais donc si c'est pas dit, ils n'ont pas vu de différence entre le nombre de femelles et le nombre de mâles. OK? Donc, ça, on vous demande de faire une analyse génotypique et phénotypique de chacun des 2 croisements. L'autre croisement, on le fera après, c'est le F1 fois la souche mutante. OK? Donc, de quel type de test s'agit-il? Donc, en bleu, je mets des questions que je pose en plus, que vous devriez, dans votre tête, vous poser pour comprendre à quoi sert le croisement. OK? Donc, le croisement chez le diplobiontique, le croisement de F1 fois F1, c'est un test de ségrégation. Et vous vous rappelez que le test de ségrégation sert à répondre à la question de combien de gènes sont mutés dans la souche mutante par rapport à la souche sauvage pour donner le phénotype mutant. OK? Donc, F1 fois F1, c'est un test de ségrégation. Comment est-ce qu'on l'a fait chez la levure? Bon, on avait fait le croisement chez la levure, le croisement génère des cellules diploïdes et chaque cellule diploïde fait une méiose. Donc, chez la levure, on teste
le test de ségrégation teste les produits d'une méiose. Okay? Ici, c'est un peu plus compliqué parce que les descendants sont issus des deux méioses différentes, la méiose chez la femelle et la méiose chez le mâle. Okay? Mais ça permet quand même de répondre à la même question. Combien de gènes sont mutés dans la souche mutante pour donner le phénotype mutant par rapport au phénotype sauvage de la souche sauvage. OK? Donc, comment est-ce qu'on maintenant traite ce test de ségrégation? Ben, comme on a fait chez la levure, on a émis l'hypothèse la plus simple. OK? Bon, déjà, on a une information qui est quand même, bon, on a l'information de dominante cessivité, c'est très important, ça va être nécessaire ici. Et on a l'information qu'il n'y a pas de liaison à l'X, que le ou les gènes impliqués sont présents sur les autosomes. Donc, quelle est l'hypothèse la plus simple? C'est l'hypothèse 0 que j'ai écrit ici. Donc, il n'y aurait qu'une mutation. Elle serait au niveau d'un autosome, ça on sait grâce au test de liaison à l'X, dans cette souche vestigiale, comparée à la SSR, et c'est cette mutation autosomique qui serait responsable du phénotype mutant vestigial. OK? Donc la SSR, il y a un gène muté, autosomique, et qui n'est pas muté dans la SSR, et c'est cette différence qui donnerait la différence L longue, L encochée. OK? Donc, on va toujours traiter l'hypothèse la plus simple, la plus parcimonieuse aussi. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est pour tester cette hypothèse, c'est d'attribuer les génotypes selon cette hypothèse aux individus du croisement, ou des croisements depuis le début, hein, et voir si théoriquement, on va avoir des résultats qui concordent avec les résultats obtenus. OK? Donc, du coup, depuis le début, on va, comme je viens de dire, appliquer l'hypothèse 0. Donc, on va donner les génotypes correspondant à cette hypothèse, et ce n'est pas seulement les génotypes, mais et les phénotypes correspondant à cette hypothèse aux individus des croisements. OK? Donc, la génération parentale, c'était la première génération où on avait les deux souches pures, SSR est longue, la souche vestigiale, elle vestigiale. Donc, selon cette hypothèse, puisque c'est des souches pures, vous vous rappelez, elles sont homozygotes. Donc, la SSR, elle est A+, sur A+, et la souche vestigiale, elle est homozygote pour une mutation autosomique. Donc, le génotype est écrit A-. Et donc, là, il va falloir faire des tableaux de gamètes, OK, pour ensuite déterminer, selon cette hypothèse, les descendants qu'on aura théoriquement selon cette hypothèse. OK, donc est-ce que ce tableau, donc du coup, ce tableau, comment est-ce qu'il est? Il est formulé. Il y a les gamètes parentales du mâle qui sont dans une colonne et les gamètes parentales de la femelle du croisement qui sont sur une ligne ici. Donc, 100% des gamètes du mâle vont être des gamètes A+. C'est pour ça que j'ai mis 1 ici. OK?
Et après la méiose de ces individus A-, 100% de gamètes vont être A-. Vous avez besoin de regarder l'hypothèse H0. Je vous la remontre. Ou je peux la mettre sur la prochaine diapo, hein, si vous ne l'avez pas. OK. L'hypothèse 0. Une mutation, donc un gène muté, il est autosomique, donc il n'y a pas de différence entre mâle et femelle, parce que les mâles, ils ont XY, donc il faudrait écrire un Y, mais ce n'est pas le cas. On a ici un gène porté sur un autosome, okay, à l'état homozygote chez la génération parentale. Okay? Et ça nous donne une F1 de génotype A+, A-, à L longue, comme on nous a déjà dit que 100% de la F1, mâle et femelle, était L longue. Et ce qui est rajouté ici, c'est le génotype. OK? C'est bon pour l'hypothèse 0? Oui? C'est bon pour... oui. C'est Bérangère qui doit répondre. OK. Donc, voilà. Le deuxième croisement, c'est le croisement pour le test de ségrégation. C'est un croisement F1 femelle fois F1 mâle. Quel est le génotype selon l'hypothèse 0 de ces individus? Bon, on prend le génotype donné par le tableau de gamètes, A+, A-. OK? Donc, ces F1 frères et sœurs, vont être croisés ensemble. Donc, A+, A- croisé avec A+, A-. Comment est-ce qu'on fait le tableau de gamètes? Bon, on met les gamètes de la F1 mâle ici, les gamètes de la F1 femelle ici, et chacun donne deux types de gamètes, A+, et l'autre moitié des gamètes seront A-. Et ça, c'est le même pour les femelles. La moitié des gamètes de la femelle seront A+, la moitié A-. OK? Et donc, ça nous donne les génotypes de la F2 maintenant. Et c'est de la F2 théorique. Hein? Donc, on aura A+, avec le gamète A+, du père. Donc, ça fait A+, A+, L longue. Et il y aura un quart des individus comme ça. A+, A-, ici, L longue, théoriquement, et un quart de la totale des individus devrait être A+, A-, L longue. Mais ici, on voit qu'on récupère des mêmes le même génotype, A+, A-. Donc, du coup, vous voyez qu'on a, en termes des hétérozygotes, c'est la moitié de la population qui est hétérozygote. Et ensuite, on a seulement un quart des individus de la descendance qui sont homozygotes mutantes, A-, A-, donc avec un phénotype vestigial. Donc, ça sera un quart de vestigial, selon cette hypothèse, et trois quarts d'aile longue, selon cette hypothèse. On ne peut pas voir les génotypes, donc c'est vraiment au niveau des phénotypes qu'on travaille, mais on en déduit les génotypes. OK? Donc, voici les résultats théoriques selon l'hypothèse 0. Et on va comparer ça avec les résultats obtenus. OK? Donc, quand on fait le test de ségrégation F1 fois F1, les résultats obtenus étaient 460 L longue et 140 L vestigiales. Les résultats théoriques étaient pour les L longues 3 quarts
pour les vestigales, 1/4. OK? Donc, si on prend la totalité des individus de la F2, 600, donc 600 ici, il faut donc calculer 1/4 de 600, c'est combien? 3/4 de 600, c'est combien? Donc, si vous divisez 600 par 4, vous avez 150 vestigiales, L vestigiales, pour 450 L vestigiales, selon l'hypothèse 0. Et donc, on veut maintenant, donc, on compare ces deux distributions de catégories. Les résultats obtenus ne sont pas 450, 150 sur les 600, mais ils sont très similaires. 450, 150 pour 460, 140. Donc, les résultats obtenus sont compatibles avec les résultats théoriques selon cette hypothèse 0. Donc, on ne rejette pas l'hypothèse 0. Ici, je n'ai pas fait un test statistique de type Ki2, mais vous pouvez le faire. Hein. Il n'est jamais, ce n'est jamais une erreur de faire un test statistique. Hein. Même si les résultats sont encore plus proches que ça, on peut faire un test statistique et on aura un bon Ki2 qui permettrait de garder l'hypothèse. Okay? Je ne le demande pas ici juste pour ne pas passer du temps avec ça, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ces... est-ce que vous avez des questions? Donc, moi, quel est le... Si je ne rejette pas l'hypothèse 0, ça me permet d'aller vers la question de base ici. Quel génotype peut-on attribuer à ces souches, okay, qui rend compte des phénotypes différents concernant ce même caractère, la forme des ailes. Et donc maintenant, notre réponse, c'est un gène seulement muté dans la souche vestigale pour donner les ailes encochées par rapport aux ailes longues. Donc, on voulait les génotypes qu'on peut attribuer, on les a là, A+, sur A+, pour la souche sauvage de référence, autosomique, hein, sur un autosome, et A- sur A-, okay, pour la souche vestigale. Okay. On sait que c'est autosomique parce que sinon, on mettrait les mâles avec le Y. Hein. Donc, mis comme ça, c'est entendu que c'est autosomique. Okay. Donc, on est arrivé à, à répondre à notre question de départ. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, du coup, on peut maintenant faire, donc chez les diplobiontiques, on a deux types de tests de ségrégation. On a le test F1 fois F1 et on peut aussi faire un autre test de ségrégation pour voir si on retrouve les mêmes résultats. Et le deuxième test, c'est un test F1 fois un individu de la souche mutante. OK? Ça s'appelle un test cross. OK? C'est F1 fois la souche mutante. Donc, si on veut tester la même hypothèse, OK, on va faire ce croisement-là. Attendez. Je veux juste aller au croisement. OK. Voilà. Donc, on applique cette même hypothèse 0, mais au test cross. Voici le test cross. De femelle F1 est longue
elle est forcément hétérozygote. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que notre hypothèse nous permet de mettre comme génotype. La souche vestigiale, elle est homozygote, c'est une souche pure, elle est homozygote A-, OK? Et donc, pour ce test-là, on va faire un tableau de gamètes. Les gamètes ici du mâle, il n'y a qu'un type de gamètes, donc on met A- comme type de gamètes et ils sont 100%, je mets 1 parce qu'ils sont 100% du type A-. La femelle, par contre, elle est hétérozygote, A+, A-. Donc, elle donne deux types de gamètes en quantité équivalente, moitié-moitié. Donc, la moitié des gamètes A+, la moitié A-. Et comme je vous ai dit, même déjà chez la levure, on a besoin pour un test de ségrégation de au moins une méiose d'un individu ou d'une cellule germinale à l'état hétérozygote. Sinon, on ne peut pas en déduire combien de gènes sont impliqués dans la différence phénotypique de la souche mutante et la souche sauvage. Donc, voilà le test cross F1, OK, fois la souche mutante. OK? Le tableau de gamètes qui nous donne, par rapport, qui nous donne les descendants, les descendants F2 théoriques selon hypothèse 0. On s'attend d'avoir des A+, A-, ou là, pardon, c'est pas bien mis. OK, des hétérozygotes A+, A-. Les hétérozygotes, on sait par rapport à cette hypothèse et par rapport aux résultats qu'ils ont les ailes longues parce que le phénotype mutant est récessif et le phénotype sauvage est dominant. Donc, on a moitié aile longue et on va récupérer une moitié de descendants, F2, qui sont A-, donc vestigiales. Donc, les résultats théoriques selon cette hypothèse attendue sont moitié aile longue, moitié vestigiale. Donc, on va comparer ces résultats théoriques aux résultats obtenus. Donc, si vous regardez votre énoncé, vous avez les résultats du test cross. Pardon, je n'ai pas mis le test cross ici. Okay. Le test cross, c'est une femelle qui a été fait, mais ça a été fait dans les deux sens, et les résultats sont les mêmes. Femelle est longue, mâle de la souche vestigiale. Les résultats obtenus, individu F2 issu du croisement F1 fois vestigial, sont les suivants. 260 individus aux ailes longues, 240 individus vestigiales. Et si on ne vous dit rien, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de différence mâle-femelle en nombre ou par rapport aux catégories phénotypiques. Donc, les résultats théoriques, selon l'hypothèse 0, c'était lesquels? On peut se rappeler moitié-moitié, moitié longue, moitié vestigiale. Donc, pour un total de 500 individus testés, ça c'est les 260 plus les 240, on met 500 ici et on les divise par 2 pour donner ce qu'on aurait attendu dans les résultats théoriques parfaits selon l'hypothèse 0. On aurait dû obtenir 250 ailes longues pour 250 vestigiales. Est-ce que nos résultats obtenus et nos résultats théoriques sont très similaires ou très différents? Est-ce qu'on peut garder cette hypothèse 0? OK? Donc, 260 pour 250, 240 pour 250, on a une différence de 10 à chaque fois. C'est très similaire
Quand on veut, on demandera le test statistique. Il n'est jamais, mais c'est jamais un problème de le faire. Hein. Là, on est très similaires. On ne va pas faire le test Q2 pour ne pas passer plus de temps. Donc, les résultats obtenus sont compatibles avec les résultats théoriques selon cette hypothèse. Ça, c'est OK. Donc, du coup, cette hypothèse nous permet de donner donc les génotypes aux deux souches qui est le but ici. Et c'est les mêmes génotypes, A+, pour la SSR, A-, pour la vestigale. C'est le même résultat, le même génotype que le test de ségrégation F1 fois F1 nous a permis de donner. OK? Donc, on n'a pas... on a la même chose. Ça et ça. OK, donc on peut mettre ici les mêmes. OK. Donc les deux tests de ségrégation ont donné les deux mêmes réponses. OK. La souche sauvage, elle est A+, A+. La souche mutante vestigale, elle est A-, A-. OK. Donc je dois m'arrêter là parce que vous avez d'autres. J'ai un autre groupe et vous avez autre chose peut-être. Mais est-ce que vous avez des questions? OK. J'espère que ça a été clair. Voilà. Donc, pas de questions. Je vous laisse partir. Voilà, bonne soirée.